Salut à tous et bienvenue sur Écrit un programme. Je suis Darius Safak, développeur et formateur. Aujourd'hui, nous allons voir comment mettre à jour de façon efficace les entités dans un projet .NET. On va voir comment se servir de Entity Framework pour faire une mise à jour partielle d'un objet et également comment optimiser des requêtes de lecture et de mise à jour. Donc, restez connectés jusqu'à la fin, on se retrouve juste après ça. La manière la plus efficace de présenter ces concepts, c'est de le faire de manière pratique. Alors, nous allons voir comment les mettre en place dans une petite API qu'on va développer dans quelques instants. Donc, on va ouvrir Visual Studio. On va étudier pour ce tutoriel Visual Studio. On va créer un nouveau projet. Donc, on va dans Fichier, Nouveau projet. Donc, on va choisir API. Si ce n'est pas ici, vous pouvez choisir là. Donc, vous filtrez sur C# Web. Vous choisissez API Web avec ASP.NET Core. On va lui donner le nom Customer API. On choisit la version 6. On laisse les valeurs par défaut. Et on presse sur le bouton Créer. Alors, une fois ici, on va faire quelques petites configurations. On va désactiver l'ouverture du navigateur lorsque l'application s'exécute. Copier, coller. Ensuite, on va mettre en place, on va installer les packages dont on aura besoin, à savoir Entity Framework. On a besoin de ce premier package, Entity Framework Core. On va l'installer. Ensuite, on va installer également Entity Framework Core Tools pour utiliser l'envie de commande afin de générer des migrations et mettre à jour notre base de données. On va également utiliser ce package pour utiliser la base de données SQLite, une base de données SQLite. Alors, une fois qu'ils sont installés, on va aller mettre en place rapidement notre structure de base. Alors, on va créer un dossier modèle dans lequel on va créer une classe Customers. Donc, voici la classe Customers. Donc, là, on a key, c'est pour dire qu'on a que cet attribut représente l'ID. First name, last name, require, ça veut dire la propriété requise. L'attribut cette propriété requise paraît ici. Donc ça c'est customer. Ensuite on va créer un dossier data dans lequel on va loger notre DB context. On va créer une classe qu'on va appeler repository context, alors app DB context. Donc cette classe étant la classe DB context, et elle prend un constructeur dans lequel on va renseigner les DB context options qui peut en paramètre les options, permet de configurer la base de données. Donc on a ensuite on va déclarer notre DB7 qui est tout simplement la représentation qui sera la représentation de notre entité dans la base de données. On importe le package manquant, on renomme bien l'attribut et on rajoute le caractère pour désactiver le warning. Ensuite on aura besoin de mettre en place une couche repository avec unit of work. Donc on va commencer par créer une interface qu'on va appeler generic repository. Alors j'ai préparé un petit script pour cette classe. Donc on l'a vu dans une précédente vidéo comment on le met en place. Donc ici on va tout simplement s'en servir. Donc là qu'est-ce qu'on fait? On crée une interface générique et on définit les méthodes create, update, delete, get all et get by criteria.
Donc ici c'est pour appliquer un filtre lorsqu'on voudra obtenir les données en base de données. Track change c'est pour ça, c'est pour dire à Entity Framework si on veut qu'il suive les mises à jour sur l'objet. On le verra en détail tout à l'heure. Donc on va implémenter l'interface. Donc notre interface s'appelle générique et notre implémentation s'appelle générique repository. On implémente e-generic repository. On met la contrainte ici pour préciser que t-entity doit être une classe. Et on a notre DB context ici qu'on initialise là. Et voici les différentes méthodes qui sont implémentées. Alors, cette expression, ça veut dire quoi? On demande au DB context de sélectionner le DB7 de cette entité-ci et d'effectuer l'opération. C'est ce qui est fait pareil dans les différentes méthodes. Donc ici, on sélectionne le DB7 par exemple de Customize et on fait l'ajout, ici la mise à jour et là la suppression. Dans le cas juste en dessous, on demande de retourner un equal, ça c'est pour obtenir tous les customers de la base de données. Et comme on l'a vu tout à l'heure, expression, ça permet de faire un filtre. Une chose intéressante qu'il faut noter ici, c'est le track change. Donc, à chaque fois qu'on spécifie track change, on fait la requête et on ne rajoute pas la fonction asNode tracking. Donc, par défaut, les changements sont traqués. C'est-à-dire, lorsqu'on a lu notre entité de la base de données, si on la met à jour, si on met à jour une de ces propriétés et quand on appelle la fonction save, alors Entity Framework ayant détecté la mise à jour va mettre à jour l'objet. C'est ce qu'on va voir dans ce tutoriel. Donc, lorsqu'on ne veut pas ce comportement par défaut, on appelle la fonction asNode tracking. Ok. Maintenant, on va mettre en place notre repository customer. Donc, on va commencer par l'interface. Dans ce repository, on aura deux fonctions. Une qui permet de charger, on va survoler pour importer le package, importer le namespace. Alors on va faire get all ou alors get customers et très important, on va spécifier si il traque les changements ou pas. Ensuite on va récupérer un seul customers, donc get customers par ID. Bon, l'ID est un chez ID, donc on va juste le changer. Ok, maintenant on va implémenter l'interface qu'on va appeler customer repository. On va implémenter customer repository, contrôle point pour générer le code manquant. Cette interface va étendre l'interface générique repository de customers. Contrôle point, on génère le constructeur pour initialiser le générique repository. Et ensuite, dans notre get customers by ID, qu'est-ce qu'on fait? On a dans générique repository, on a une méthode get by criteria, donc on va tout simplement l'appeler, on va faire get by criteria, en passant paramètre notre fonction. On va filtrer sur l'ID du customer. Ok.
on va tout simplement ne pas oublier de rajouter également le booléen pour traquer les changements. C'est ça ici. Ensuite, on va demander de récupérer tous les customers. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Comme tout à l'heure, on l'a vu ici, on a une fonction getAll. On va tout simplement l'appeler donc getAll et on lui passe un paramètre trackChange. ToList pour obtenir la liste. Ok, notre repository est prêt. On aura besoin en dernier lieu de l'interface unit of work. Ici, on aura besoin d'une fonction save pour sauvegarder les changements. Alors, concernant ces concepts unit of work repository, nous avons fait une précédente vidéo dans laquelle on voit comment les mettre en place de façon pratique. Donc ici on les utilise tout simplement. Donc on a besoin de ça pour sauvegarder les changements et de customer repository en lecture seule. Donc on a ça, on va aller implémenter. On implémente unit of work. Contrôle point, on implémente l'interface. On aura besoin du DB context ici, donc on va appeler context. Ensuite, qu'on va initialiser, contrôle point, on génère le constructeur avec le constructeur pour initialiser l'attribut. Ensuite, on aura besoin d'une propriété pour gérer notre customer repository. Dans la fonction save, qu'est-ce qu'on appelle tout simplement? On appelle context.saveChange. Et dans pour l'implémentation de notre customers, qu'est-ce qu'on va faire? If customers égale à nul, alors customers égale new customers repository avec le contexte, sinon on retourne, sinon on retourne customers repository. Alors qu'est-ce qui se passe ici? Pardon, c'est affectation. Donc cette syntaxe peut être simplifiée. Sur une nouveauté de C#, pas ceci. Donc là on dit si customer repository est nul, alors on l'instancie, sinon on le retourne tout simplement dans notre unit of work est prêt. On va maintenant aller mettre en place un contrôleur. On va supprimer le code généré par défaut. Donc avant le contrôleur, on va enregistrer notre DB context. Appeler DB context. Il y a des options. On va utiliser SQLite. On va lui donner le nom customers.db. Ensuite, on va enregistrer notre unit of work. Et voilà. Maintenant, on va dans le contrôleur, on rajoute un contrôleur d'API vide. On va l'appeler customers controller. Bon, les premières actions du contrôleur, on va tout simplement les copier-coller. Donc, on va les expliquer dans une poussière de seconde. Donc ici, on a get
customers by ID, c'est pour get customers by ID. Okay. Et ici, il nous dit que customer repository ne contient pas de définition pour créer, donc on va aller voir ça. Voici notre customer repository. On a oublié d'étendre le generic repository de customers. Là, tout devrait être beau. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on fait là? On met notre contrôleur en place. On déclare une fois qui sera initialisé grâce à l'ingestion de dépendance. Ici, ensuite, on a une première action pour récupérer la liste de customers. Une deuxième action pour lier un customer en fonction de son ID. Donc, on a HTTP GET, on prend l'ID et on va en base de données le chercher. Et également, on a la création ici. On prend le customer, on prend le customer dans le body. On valide le modèle, les données qui sont passées dans le body. Si ceux-ci ne sont pas valides, on retourne une erreur. Sinon, on crée le customer, on sauvegarde et on le retourne. Donc, on va d'abord tester ce code de base. Avant cela, on va générer notre base de données. Donc, on a notre customer modèle ici. On va faire add migration. On va appeler initial migration. Alors, notre migration a été générée. Ensuite, on va appeler update database pour créer la base de données. La base de données a été créée. Voilà le message. Donc, nous, on va exécuter notre application. On a la confirmation là. Que tout est en exécution. On va maintenant aller dans l'autre Swagger. On copie l'URL d'accès à l'application. Donc voici, on va coller là. On met API/customers. Entrée, qu'est-ce qu'on obtient? On va dézoomer un peu. On obtient un tableau vide, c'est normal parce qu'on a créé aucun customer. On va aller créer un. Alors, quels sont les attributs? On a first name, last name, et email. Alors, on valide. On a notre objet qui a été créé et si on fait la liste, le voici. On va remonter un peu ça. On va stopper ça. Maintenant, on va commencer par faire la mise à jour avec la méthode HTTP put. Donc, on va faire HTTP put. On va faire comme les autres. Donc, on peut update from body customers. Ensuite, on va se servir du code précédent. On n'oublie pas de mettre l'ID ici. Que voici, on vérifie le modèle et ensuite on va se rassurer que l'objet existe. If bon, on va le déclarer là d'abord. Customers, on va en base de données. By ID, on prend l'ID et au niveau de track change, on retourne 3. Notez bien qu'ici on a retourné, on a mis trop, contrairement aux autres endroits où c'était false, comme c'est le cas ici. Donc ensuite, on va vérifier. Donc on va changer le nom pour ne pas
avoir de problème avec celui-ci. On va vérifier que le customer en base de données n'est pas nul. Donc, s'il est nul, on va retourner à notre forme. Et finalement, s'il n'est pas nul, on va l'utiliser. Donc, une fois qu'on a fait ça, on a vérifié que l'objet n'est pas nul. Maintenant, on va récupérer les données. Donc, on va mettre à jour les attributs, autant pour moi, de l'objet. Ok, une fois qu'on a fait ceci, on appelle unitofwork.save tout simplement. On va sauvegarder, on va retourner nos contents. Ok, qu'est-ce qu'on fait? On valide le modèle, on récupère le customer dans la base de données, on vérifie qu'il n'est pas nul et on récupère les attributs, les données qui ont été envoyées par l'utilisateur. On va tester ça. On a notre postman. Donc je vais mettre postman côte à côte avec notre console puisqu'on va voir les messages, on va voir les différents éléments qui vont s'afficher en console pour comprendre ce qui se passe dans notre API. Donc le premier endpoint qu'on va mettre en place, c'est le endpoint de mise à jour. Donc, on va se servir de ce body ici. On va récupérer l'ID du customer à mettre à jour et on soumet. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on constate? Voici les requêtes juste à droite. On a les requêtes qui ont été exécutées dans la base de données. On a tout simplement une requête de sélection qui a été faite, de la sélection pour vérifier que l'utilisateur existe bien. On n'a pas eu de mise à jour en base de données. Donc, si je change le nom, le first name de l'utilisateur, je soumets. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? On a deux requêtes. On a la sélection qui a été effectuée et en plus de cela, on a une mise à jour qui a été faite uniquement sur l'attribut first name. Donc, si je change également l'email, qu'est-ce qu'on constate? On a uniquement l'email qui a été mis à jour. Si je ne change rien, je soumets, on n'a aucune mise à jour qui a été effectuée. Donc là, qu'est-ce qu'on constate? C'est que lorsqu'on demande à Entity Framework de traquer les changements de l'objet, alors à chaque fois qu'il y a une mise à jour qui est effectuée sur un attribut, lorsqu'on appelle la fonction save, alors ces mises à jour là sont effectuées dans la base de données uniquement, et ces mises à jour concernent uniquement les attributs qui ont été modifiés. Donc on a Fabrice Safak et voilà l'email. Donc si on met false ici, c'est-à-dire on demande à Entity Framework de ne pas traquer les changements, alors vous l'aurez imaginé, vous l'aurez deviné, il ne va rien se passer en base de données. Alors voyons ça en exécution. On va rentrer dans notre postman et on va mettre à côté notre console. Donc on va reculer ça ici. Alors qu'est-ce que ça donne? On vient ici, on va changer le last name, on soumet. Qu'est-ce qu'on constate? Il n'y a pas eu d'update en base de données, il y a tout simplement une sélection. Donc peu importe ce qu'on change ici, lorsqu'on soumet, on n'a pas de mise à jour en base de données, tout simplement parce que on n'a pas demandé à Entity Framework de traquer les changements. Alors pour compléter ceci, ce qu'on fait d'habitude, c'est quoi? On appelle la fonction update de
on appelle la fonction update sur l'entité. Alors, voyons ce que ça donne. On exécute la première fois. Qu'est-ce qu'on constate? Il a mis à jour l'email, le nom et le prénom. On se met de nouveau. On n'a rien changé, mais il met à jour l'email, le nom et le prénom, ainsi de suite. Donc, quand on apporte une mise à jour, pas, alors il y a Entity Framework met à jour tous les attributs de l'objet, tout simplement parce qu'on a utilisé la fonction update. Donc, et si réellement maintenant on apporte une mise à jour, qu'est-ce qu'on a? Alors là, on a bien entendu la mise à jour complète de l'objet, c'est-à-dire email, first name, last name. Donc, si on vérifie ici, on a l'objet a bel et bien été mis à jour. Donc, ça veut dire qu'on doit utiliser normalement cette fonction-ci lorsqu'on a mis à jour, lorsqu'on sait qu'on veut mettre à jour tout l'objet ou alors tous les attributs de l'objet. Et à ce moment, on est certain qu'on ne sera pas en train de faire des opérations inutiles dans la base de données. Donc, maintenant, on va remettre comme c'était avant. Donc, on n'a pas ceci. Donc, ça, c'était pour la mise à jour. Maintenant, on va voir comment faire la mise à jour partielle d'une entité. Cela nous permet d'introduire un nouveau concept qu'on appelle JSON Patch. Donc, on va regarder ça dans la documentation. Alors, donc JSON Patch, en fait, avec ça, on voit qu'on peut mettre à jour un objet de façon partielle. Donc, par exemple, on peut décider dans une API de mettre à jour tout simplement pour notre cas-ci. Par exemple, on peut se dire, bon, ok, nous, on veut simplement mettre à jour le first name de l'utilisateur. On veut mettre à jour uniquement l'email. On n'a pas besoin de soumettre tout le body. On veut soumettre uniquement l'email pour la mettre à jour. Ou encore, on peut uniquement mettre à jour le first name et le last name. Pas besoin de soumettre l'email. Alors, avec ce qui a été fait jusqu'ici, si on essaie de faire cette opération-ci, alors on aura une contrainte de validation qui va nous interrompre. Maintenant, voyons comment on peut faire ça avec JSON Patch. Donc, pour cela, on va installer un certain nombre de packages. On va commencer par Newtonsoft JSON. Donc, on va l'installer dans notre projet. On va arrêter ça. On vient dans dépendance, gérer les dépendances. On va le rechercher. On choisit la version correspondant à notre version de .NET, à savoir la version 6. On l'installe. Et le second package, c'est Microsoft.netcode.JSON Patch. On va l'installer lui aussi. On choisit la version 6, on l'installe. Ensuite, on va effectuer les configurations comme c'est fait sur le site. Donc, on va rajouter Newtonsoft JSON comme serializer de JSON. On le fait dans Programme. On vient ici, on rajoute ça. Donc, on a configuré, on a installé les packages pour la mise en place. Maintenant, voyons comment est-ce que la mise à jour partielle fonctionne. Donc, là, on a un exemple. On a ici un body dans lequel on a un attribut customer name et un tableau de orders. Alors, dans notre requête, si on soumet ceci comme body de la requête de mise à jour partielle, là, on a
OP, c'est en fait l'opération qu'on veut faire. Add, ça veut dire on va faire une mise à jour. Le path, c'est l'attribut dans l'objet qu'on veut mettre à jour. Ici, c'est customer name. Et la value, c'est Barry. Et la deuxième opération, c'est également une mise à jour, mais cette fois, c'est un ajout, puisqu'il s'agit d'un tableau. Donc, on va ajouter cette valeur-ci à la fin du tableau. Donc, voici la nouvelle valeur. Voici l'attribut en question. Donc, pour l'exemple-ci, qu'est-ce qu'on a? On a cet objet-ci qui est en base de données. On a notre body JSON page. Et après la mise à jour, qu'est-ce qu'on obtient? On a le customer name qui a changé et on a le order, le nouvel élément de order qui a été rajouté. Ceci c'est quoi? Voici l'élément ici. On a là. Donc, de manière générale, on a un ensemble d'opérations qui peuvent être effectuées. On a le add pour ajouter une propriété, c'est si c'est dans un tableau, ou alors mise à jour si c'est une propriété existante. Remove pour supprimer une propriété ou alors un élément du tableau. Replace pour changer la valeur d'un élément d'une propriété. Pour le move pour changer une valeur d'un attribut à un autre. Copy, c'est pour copier la valeur d'un attribut à un autre. Test, c'est pour vérifier que un attribut contient une valeur. On va voir comment mettre ça en pratique dans notre application .NET. Alors, on va créer le web HTTPC HTTP page et qui prend en paramètre l'ID de l'objet. On a e-action. On va appeler ça partially update. Donc, on a notre ID. Et ici, on va prendre un JSON page document de customers qu'on va appeler page doc. Page document. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va se rassurer que le customer existe bel et bien en base de données. On récupère le customer à partir de son ID. On va spécifier l'ID et très important, on va traquer les changements. Donc, comme on l'a fait ici, on va copier ça. On colle ici. Donc, si le customer n'existe pas, alors il y en a fait on stop, on retourne à notre forme. Ensuite, une fois qu'on a vérifié l'existence du customer, alors on peut appeler notre page document point apply to. On lui demande d'appliquer les changements qui ont été passés en paramètres par l'utilisateur dans l'objet customers, et si jamais il y a des erreurs, alors les mettre dans le model state. Alors nous on va vérifier si il y a des erreurs lors de l'exécution du apply to. Alors nous on va retourner un bat request avec les erreurs en question. Et finalement, si tout se passe bien, on appelle unit.save et on retourne nos contacts. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On récupère le customers, on vérifie qu'il existe en base de données, on applique le patch qui a été le body du patch qui a été envoyé par l'utilisateur au customer. S'il y a des erreurs, on les retient dans le model state. Ensuite, on vérifie qu'il n'y a pas eu d'erreur et on sauvegarde, on retourne nos contents. On va tester ça.
on va créer un nouvel endpoint avec le verbe patch. Donc, dans le body, on va, bon, comme on l'a vu, on va revenir un peu dans la documentation. Donc, c'est le body, c'est quoi? C'est un tableau dans lequel on passe un ensemble, une liste de propriétés, une liste d'objets, autant pour moi, qui contient l'attribut OP pour l'opération qu'on veut faire, paf, l'attribut sur l'attribut de l'entité dont on veut, sur laquelle on veut effectuer les opérations, et value, c'est la valeur qui sera utilisée soit pour la mise à jour, soit pour le test. Donc maintenant, nous on va récupérer ça, on efface ceci, on va beautify pour formater un peu. Donc dans notre customized, on a le first name, le last name et l'email. Donc on va ici demander à mettre à jour le first name. Donc juste pour rappel, notre customized, le voici. Le first name c'est Tanya, le last name c'est capture. Maintenant nous on va dire comme first op add, donc au first name, mais le first name au Romeo. On soumet, il a effectué l'opération, on vient vérifier, le first name a changé, c'est maintenant Romeo. Donc de la même manière, si on dit replace, qu'est-ce qu'on a? Donc on va juste, on va changer la valeur ici, on va mettre peut-être Rodrigue. Alors qu'est-ce qui se passe? Il a changé la valeur en Rodrigue. Au niveau de la requête, qu'est-ce qu'on constate? Si on dit par exemple au niveau du last name, je veux que tu mettes Atangana comme last name, alors on constate là quoi? Il a exécuté en base de données la requête d'update sur uniquement l'attribut, uniquement le last name. Donc il a mis à jour uniquement le last name. On peut faire pareil sur email. On va dire on met cet email, alors il met à jour à la fin ici uniquement l'email, et nous on vient vérifier ici l'email qui a été mis à jour et les autres paramètres restent inchangés. Donc on peut exécuter plusieurs opérations comme ceci. Donc on lui passe là c'est sur l'email, nous on veut effectuer également une mise à jour sur le first name, on veut qu'il s'appelle Patrice, et on voulait changer son email également pour qu'il s'appelle patrice.atangana. On soumet, qu'est-ce qui se passe? Il a mis à jour l'email et le first name dans la base de données. On va vérifier. Donc le first name a été mis à jour et l'email également. Maintenant voyons une autre méthode. Donc on va lui demander de supprimer la valeur qui est dans l'attribut first name. Donc si je fais ça, alors on va vérifier que on va voir first name à la valeur nulle maintenant. Donc on a supprimé la valeur qui existait et la valeur par défaut qui a été retenue c'est nul. Si j'essaie de faire la même opération sur l'email, c'est-à-dire je veux supprimer email, alors on obtient une erreur. Qu'est-ce qui se passe? Donc, on va revoir ça. On soumet. Donc on a dit est-ce que là nous dit on essaye d'insérer une valeur nulle dans l'attribut email. Donc et vous vous rappelez, on a précisé la contrainte là, la contrainte non nulle au niveau de l'email avant d'effectuer la création en base de l'opération en base de données. Donc voyons comment on peut corriger ça. Donc c'est assez simple.
Lorsqu'on a appliqué l'opération de patch ici, ok, le modèle state contient les erreurs reliées à cette opération-ci. Donc, il n'a pas validé notre objet après avoir appliqué l'opération. C'est-à-dire, quand on applique cette opération-ci, l'opération, le patch doc que voici, puisqu'on a demandé de supprimer l'email, donc il va venir dans Customer supprimer l'email, mais après on n'a plus validé l'email, l'entité Customer, et on est directement à l'IT qui est bâtonné. Alors qu'est-ce qu'on va faire pour cela? On va utiliser try validate model qu'on va passer en paramètre Customer. Donc après avoir appliqué le patch sur l'entité, on valide de nouveau, on applique une validation avant d'écrire en base de données. Maintenant, voyons ce que ça donne. Si on vient de nouveau exécuter cette opération, on a une erreur qui dit le champ email est requis. Donc ça c'est pareil si on fait sur l'attribut last name qui lui aussi est obligatoire, et on a la même erreur. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que quand on décide de faire la mise à jour de l'objet, alors on peut décider si notre objet change complètement, alors on peut utiliser soit cette méthode, c'est-à-dire on traque les changements sur l'objet et on appelle save, ou alors update. Mais si dans notre objet il y a des possibilités que juste quelques attributs ou un seul change, ou alors aucun, alors on peut tout simplement utiliser cette approche. On traque les changements et on laisse Entity Framework gérer le reste. Alors ce qu'on peut remarquer également, c'est que lorsqu'on décide de faire une requête dans laquelle on traque les changements, alors elle s'exécute moins rapidement que celle dans laquelle on ne traque pas les changements. Ça veut dire que donc cette requête-ci, dans laquelle je dis à Entity Framework de ne pas traquer les changements, alors elle va être plus rapide que si j'avais demandé de traquer les changements. Donc il faut bien penser à ça lorsque vous mettez en place votre application. Donc ce sont des petites astuces comme ça qui peuvent vous aider à gagner quelques millisecondes dans le temps d'exécution de votre application. Ça sera tout pour cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'à la fin. N'hésitez pas à liker et à partager si elle vous a plu. Également, dans la section commentaires, nous attendons vos avis et suggestions qui nous permettront de nous améliorer pour produire davantage du contenu de qualité. Et on se dit à très bientôt pour un nouveau tutoriel.